Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à nos programmes et bienvenue dans votre matinale Quinquiliba. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le 3e numéro de cette semaine. Nous sommes le mercredi 12 juin 2024 et comme à chaque fois que nous sommes en direct, nous attendons vos réactions et commentaires sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Alors ce mercredi, Binta Charles sera en plateau, vous l'avez aperçu, pour la chronique Mais Alex, Ibou pour la chronique sociétale. Notre invité vous sera présenté par Alioune Badarakan dans un petit moment et bien sûr les capsules habituelles de ce mercredi, ce sera la météo, la gym et après 7h30, le bulletin d'info de votre matinale Quinquiliba, le tout en images. Le sommaire est complet. Voici les prévisions du jour. Dans un petit moment, on vous retrouve en studio. À tout de suite. Chers amis téléspectateurs de Quinquiliba, bonjour. L'actualité météorologique de ce mercredi restera marquée par des passages nuageux vers la partie sud du pays, laissant le reste du pays sous un ciel dégagé et la chaleur qui sera de nouveau attendue à l'intérieur des terres, notamment au centre et vers la partie nord du pays. Alors l'animation satellitale nous montre un ciel dégagé au nord, au centre et vers l'ouest du pays, laissant donc le sud-est sous un ciel nuageux. Ce qui fait qu'en termes de prévision pour la journée de ce mercredi, comme vous pouvez le voir, c'est un ciel passagèrement nuageux qui sera ressenti vers la partie sud du pays, sur l'axe Ziguinchor-Sédhiou à l'envers Kolda. Et un ciel plutôt nuageux attendu à Kédougou avec des risques de pluie au niveau de la localité de Kédougou. Sur le reste du pays, comme vous pouvez le voir, c'est un ciel dégagé avec une bonne présence du roi soleil. Alors, côté sensation, la chaleur sera légèrement ressentie à Saint-Louis et Dakar avec des valeurs de 30 degrés attendues. 30 degrés aussi attendus à Mbour, 35 attendus à Thiès, à l'intérieur des terres. La sensation de chaleur sera beaucoup plus marquée avec des valeurs déjà de 37 degrés attendus sur l'axe Fatick-Diourbel, 36 à Kaolack, vers la partie du sud du pays. La chaleur aussi sera au rendez-vous avec des valeurs de 38 degrés attendus à Ziguinchor, 39 sur l'axe Sédhiou à l'envers Kolda, 36 à Kédougou et le mercure va grimper d'un pas pour atteindre les 40 degrés à Tambacounda, 41 degrés attendus à Kaffrine, 40 degrés aussi attendus sur l'axe Louga à l'envers Linguère et sur l'axe Matam à l'envers Bakel, la sensation de chaleur sera aussi notée avec des valeurs de 42 degrés attendus et le pic sera attendu à Podor avec une valeur de 43 degrés. Alors en résumé, chers téléspectateurs, retenez donc ces passages nuageux qui sont notés vers la partie sud du pays et un ciel nuageux qui sera attendu à Kédougou avec des risques de pluie. Et côté sensation, une forte sensation de chaleur ressentie à Podor avec une valeur de 43 degrés. 30 degrés sont attendus à Saint-Louis et Dakar. Ce qui met fin à ce bulletin météo. Excellente journée à vous. Merci de votre fidélité et bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. L'équipe est en plateau pour vous accompagner. Merci mon cher Alioune, jusqu'à 8h et vous le savez. Encore une fois, nous sommes en direct et nous attendons vos réactions et commentaires sur nos différentes plateformes digitales. On enchaîne avec la capsule du coach Tandara. C'est l'heure de la gym sur la matinale. À tout de suite. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Vous êtes devant votre petit écran et vous avez raison pour regarder votre télévision nationale et donc la télévision leader au Sénégal. Mesdames et messieurs, en ce mercredi, avec le coach Bou, nous allons surtout étudier ce travail d'équilibre. Alors l'équilibre avec quoi? Ce matos que vous allez découvrir, il s'agit du Bossou.
Alors, le bossu, évidemment, c'est pour travailler cet équilibre. Vous savez, l'équilibre, il est vraiment important surtout avec la marche. Lorsque vous avez, en tout cas, vous voulez faire une très bonne allure, une allure martiale, eh bien, vous avez besoin d'être très équilibré. Alors, l'équilibre, véritablement, mesdames et messieurs, il faut le travailler puisque ça fait partie, en tout cas, eh bien, des choses importantes dans le domaine de la gymnastique. Et c'est avec le coach B. Alors, justement, coach Bou, sur cet exercice, on vous écoute. Bonjour mesdames et messieurs, on est là encore, c'est très tôt le matin pour présenter notre capsule qui va parler aujourd'hui de la proprioception, comme l'a dit Costandra, le travail de l'équilibre. Vous savez, l'équilibre fait partie de nous et des fois il faut tout le temps le cultiver pour que au moins que notre capacité à être bien ajustée et soit bien précis et soit bien fonctionnelle par rapport à notre organisme. Vous savez, cette faculté doit être travaillée aussi sur une surface qui est instable. C'est pour cela aujourd'hui on a utilisé le Bossy Ball pour cela. Parce que car vous savez, si vous êtes sur une surface qui est instable, votre corps a tendance à donner une information pour qu'il y ait un rééquilibrage et cela va faire travailler ce qu'on appelle votre proprioception, qui est la capacité de votre corps à s'orienter dans l'espace. Aujourd'hui, l'exercice qu'on va proposer sera juste le travail d'équilibre plutôt sur le Bossy Ball. Très rapidement, on va passer à nos présentations. Alors, le Bossy Ball, mesdames et messieurs, c'est vrai que l'engin pour un travail d'équilibre, l'équilibre, il est important dans la charpente corporelle, mesdames et messieurs. Alors, regardez, avec ce volet assez ludique avec le coach Bou, regardez, comme si peut-être on caressait un tout petit peu, eh bien, cet engin, le Bossy Ball. Mais tout de même, vous allez voir, ça va être beaucoup plus compliqué avec ce travail d'équilibre. Et donc, sur ce ballon semi-circulaire, comme on dit, alors vous voyez ici, évidemment, il va falloir être très équilibré pour pouvoir faire ces mouvements. Mais ça se travaille et ceci va vous permettre, en tout cas, mesdames et messieurs, d'avoir une très bonne charpente. Allez, travaille de manière assez systématisée, voyez, puisqu'ici, mesdames et messieurs, regardez, le but du jeu, c'est donc d'abord de réfléchir beaucoup avant de passer à la phase active. Alors, et maintenant, avec le disque sur le Bossy Ball, voyez, avec ces exercices, le coach Bou, évidemment, si vous ne maîtrisez pas parfaitement, disons, l'atelier, mais vous allez tomber, vous allez glisser, heureusement, avec le coach Bou, mais ce n'est pas facile, croyez-moi. Mais l'essentiel, c'est d'essayer. Allez, vite fait, bien fait. Ce travail d'équilibre, aujourd'hui, on a choisi le Bossy Ball. Évidemment, il y a une multiplicité d'engins pour faire un travail d'équilibre, mais aujourd'hui, c'était le Bossy Ball, bien fait, vite fait. C'était la partie de proprioception qui a été proposée. Vous savez bien, si vous faites développer votre proprioception, c'est égal à faire développer sa coordination et en même temps, vous aurez le développement par rapport à l'exécution des mouvements, la fluidité des mouvements. C'était notre présentation d'aujourd'hui. On vous dit à demain, Inch'Allah, pour nos prochaines capsules. Merci à vous qui nous suivez. Voilà, terminus, tout le monde descend. On a l'habitude de dire, mesdames et messieurs, c'est donc terminé. Merci en tout cas au coach Bou. Ce travail d'équilibre, j'espère qu'encore une fois que cela vous a plu. Mais en tout cas, merci à mon formateur. Il s'agit bien sûr du major Ibrahima Ndiaye Gaïndé, là-bas, du côté de Fatick et particulièrement au quartier Ndiaye. Alors je vous souhaite une excellente journée à vous, mesdames et messieurs, qui suivez votre télévision nationale. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Alors, le plateau, je salue tout le monde. Et pour vous dire, j'arrive
Alors demain, Inch'Allah, nous allons communier. C'est vrai que ça va très très bien se passer. Mais déjà, je vous souhaite une excellente journée à vous tous. Merci, coach Tandara. On vous retrouvera avec le même plaisir demain sur ce plateau pour plus de conseils gym. Attention, il faut dire LH, coach Tandara, désormais commandeur dans l'Ordre national du mérite. Et c'est d'ailleurs demain jeudi qu'il recevra sa médaille. Encore une fois, nos félicitations au coach. Bienvenue en plateau à l'équipe. Comment allez-vous ce matin, Ibou? Très Super rapidement. bien. Binta, Super comment bien. ça va? Alioune Badara, au taquet également. Parfait. Les mercredis, on va super vite parce qu'il y a beaucoup de sujets d'actualité Absolument. sur lesquels on intervient. Avant cela, on va présenter notre invité à nos téléspectateurs, Alioune. Alors, comme il est de coutume sur Kenkeliba, les mercredis pratiquement, généralement, sont réservés à la santé. Et aujourd'hui, pour respecter donc cette tradition, on a invité, on a sur ce plateau Madame Diagne, Awafal Diagne, qui est tout simplement la directrice des ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Action sociale. J'aimerais pas être à sa place, quand on connaît un peu l'importance de ce secteur-là dans notre dispositif institutionnel. C'est l'un des ministères certainement qui focalise le plus d'attention, c'est normal, parce que sans santé, aucun défi ne peut être relevé. Et donc, elle va nous parler du plan national de développement, bien sûr, des ressources humaines, de la santé et de l'action sociale, de la mobilité du personnel, cette fameuse mobilité, parce que beaucoup de médecins, en tout cas d'agents de santé, préfèrent rester à Dakar, dans la zone centre-ouest. Alors, comment faire pour les inciter, d'une certaine façon, à rejoindre l'intérieur du pays? J'imagine, moyennant peut-être certains avantages, la digitalisation donc du processus un peu de recrutement aussi, mais pour un meilleur suivi, pour un meilleur plan de carrière également de ces agents, pour que tout agent, en tout cas du ministère, puisse avoir les mêmes chances. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec vous, Inch'Allah, durant la partie qui vous sera consacrée, Madame Diagne. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin à Awafal Diagne. Comment allez-vous? Très bien, merci à vous, Sarah. Bonjour à toute l'équipe de Kenkeliba et aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. C'est un plaisir. Le plaisir, il est partagé. On vous a un peu fait courir ce matin. Mais c'est ça, il faut suivre le rythme de la matinale. On va vite, il est 6h43 minutes exactement. Avant la revue des titres de ce matin, on va découvrir les sujets qui vont être abordés dans nos différentes chroniques. Ibou, ce matin, la phrase du jour, très rapidement avant le sujet. Oui, certains disent que le Seigneur nous a abandonnés, alors qu'en réalité, il ne nous abandonne jamais. Il faut marcher dans la providence, respect du voisin. Surtout, quand vous salissez, le voisin peut être fâché. Donc, ne salissons pas l'espace commun parce que ça permet de renforcer la cohésion sociale. Tu as regardé le chef de l'État hier ou pas? Parce qu'il a parlé de ça aux enfants qui étaient au palais. Il parlait de propreté. Je crois qu'Aline a suivi ça dans le journal de 20h. Il a parlé de propreté. Parce que ma fille chérie me parlait que, bon, papa, ce week-end, il ne faut pas salir. Parce qu'à l'école, on nous a encore informé sur ça. Donc, voilà. C'est une belle coïncidence finalement. Absolument. Binta Charles, sujet de ce matin. Ce matin, nous allons revenir sur les assises, mais surtout sur les points qui ont capté l'attention, la réduction, par exemple, des pouvoirs du procureur de la République, le remplacement du Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle, mais également l'épineuse question du chef de l'État et du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Et peut-être aussi le juge des poursuites, non? Qu'est-ce que c'est exactement? Non. Pardon? Pour les poursuites. Le juge des libertés, voilà, pour le procureur. Voilà. On va prendre certains pouvoirs du procureur qu'on va déléguer, on va dire, au juge des libertés. Très bien, on va comprendre tout ça dans la deuxième partie de cette émission, bien évidemment. Sujet d'actualité, donc, je disais, et vous êtes probablement au courant, et c'est la bonne nouvelle que nous avons apprise hier, c'est que désormais, c'est officiel, c'est fait, c'est historique, le Sénégal entre dans le club, j'ai envie de dire select, parce que c'est important, des producteurs de pétrole. Le premier baril que nous attendions tous à Lyon, l'annonce est donc tombée hier, c'est fait, c'est le cas. Et ce que nous espérons tous, c'est que l'exploitation de ces ressources vont permettre d'améliorer significativement le niveau de vie des populations, notre niveau de vie. Il y aura énormément de création d'emplois, en tout cas on a bon espoir. Et puis, et surtout, on compte véritablement sur les expériences des uns et des autres pour ne pas subir ce qu'on appelle la malédiction des hydrocarbures ou du pétrole. En tout cas, les autorités ont tout fait pour que cela se passe bien et on espère évidemment que ce sera dans ces conditions-là que le pétrole et le gaz vont être explorés au Sénégal. En tout cas, je le disais, c'est historique, c'est fait. Le Sénégal est désormais pays producteur de pétrole à Lyon. Bon, je pense que pour nous travailleurs, nous attendons tous, chacun en tout cas attend de son directeur ou bien de sa directrice des ressources humaines, une proposition
une proposition faite au patron pour une augmentation des salaires. Hein. Conséquente, s'il te plaît. Conséquente, c'est ce que nous attendons des différents directeurs des ressources humaines. Hein. Voilà, quelle que soit l'entité en question, dès que c'est une entité publique ou parapublique, au moins, il faudrait qu'il y ait sur la table du patron, du décideur, une proposition d'augmentation des salaires. Hein, parce que quand même, on attendait ce premier baril-là. Mais bon, pour revenir véritablement à des choses beaucoup plus, je ne dirais pas sérieuses, parce que tout est sérieux, parce que l'augmentation des salaires, c'est important. Mais il faudrait quand même que cela soit véritablement pas une malédiction, mais une bénédiction pour le Sénégal. Et le paradoxe africain, c'est que beaucoup de pays sont producteurs quand même d'hydrocarbures, mais quand on voit l'indice de développement humain de ces pays-là, on est meurtri. Tout à fait. On a mal au cœur. Là où ailleurs, quand même, ça réussit. Le pétrole leur profite. On peut prendre l'exemple de la Norvège, de ces pays scandinaves, de ces pays du Golfe. Pourquoi chez eux, ça réussit bien au peuple, ça marche bien, tout le monde en tout cas tire profit de ces ressources-là extraordinaires, et pas en Afrique. C'est parce que peut-être à la base, déjà, les contrats sont mal négociés, mais deuxièmement également, il y a une économie de rente, c'est-à-dire on ne dépend que du pétrole, de sa manne. Alors qu'il faudrait, c'est le moment ou jamais quand même pour diversifier les autres sources de revenus. Ça a dû tirer profit des dérivés du pétrole. Par exemple, on a besoin du pétrole pour certains chantiers, par exemple, sur la construction de routes. Parce qu'en fait, l'une des matières premières reste le pétrole, ça on ne le sait pas. Mais il faudrait penser à la transformation, qu'il y ait véritablement une industrie de transformation très dynamique, capable de suivre donc le rythme un peu de production de barils, pour que le Sénégal puisse diversifier son économie et ne pas dépendre donc des fluctuations du baril. Mais quel que soit véritablement le niveau de production du Sénégal, c'est une aubaine, c'est une bénédiction pour notre économie. Et j'imagine que les décideurs ont fini quand même de prendre les devants pour mieux protéger le Sénégal. D'ailleurs, qu'on parle de renégociation. Et puis hier, vous parliez des enfants. Le président de la République leur a un peu expliqué ce qu'il compte bien faire pour que le pétrole puisse profiter à toutes les générations. Vous avez parlé de ce fonds. Oui. On a vu comment il a été détourné ailleurs. On peut prendre l'exemple du Tchad. Le Tchad qui avait mis sur pied un tel fonds, mais malheureusement, quelques années plus tard, le fonds a été carrément vidé. Oui. Voilà, ils ont trouvé des explications que certains diront traiteraient un peu de fallacieuses. Malheureusement, pour le peuple tchadien, le rêve s'est éparpillé. J'espère que le Sénégal ne suivra pas comme ce mauvais exemple. C'est ça. Et puis, on n'a pas parlé de la loi sur le contenu local également. Ça aussi, c'est important quand on parle d'exploitation de ces hydrocarbures-là, pour que les populations puissent véritablement profiter des revenus tirés de cette exploitation-là. Réaction, Binta Charles. Alors, je dirais qu'il est heureux. C'est une très bonne nouvelle. Ce matin, on était tous fiers. Hein. On entend sur RFI, les grandes chaînes, on parle du Sénégal comme producteur de pétrole. Ceci nous rend véritablement fiers. Il est heureux de constater cela. Maintenant, il faudrait penser au-delà. Comment exploiter ce pétrole-là. La gestion, surtout, elle est très importante. S'il y a une mauvaise gestion, écoutez, les retombées, on ne pourra pas justement les percevoir. Et surtout, faire en sorte qu'avec ces retombées-là, investir sur la formation, puisqu'on aura besoin de l'expertise locale. Une fois obtenue, et également investir sur l'industrialisation. Une fois qu'on aura les industries nécessaires, le personnel nécessaire, on n'aura même plus besoin de faire appel à d'autres personnes pour qu'elles viennent exploiter notre pétrole. Et même si à défaut de leur présence, ce sera vraiment de manière très équitable. Là, on parle de renégocier le contrat. Ça va être un peu compliqué, peut-être faisable, peut-être de manière très légère. Mais une fois qu'on aura véritablement profité de ces retombées-là, là, on sera en très bonne position si un bon investissement est fait. Et on pourra diriger comme on veut. Tu as parlé de formation et je vais interroger notre invité tout de suite, Awa Faldiagne. La formation, évidemment, elle est importante également. Le transfert de compétences aussi pour tous nos jeunes, parce qu'avec l'exploitation de ces hydrocarbures, c'est des milliers d'emplois qui vont être créés. Bien sûr, et je suis contente d'entendre Binta en parler, parce qu'aujourd'hui, je pense que dans le domaine du pétrole, il n'y a pas assez d'expertise locale. On a ouvert de nouvelles filières de formation dans le domaine quand vraiment on a commencé à voir qu'il y avait des perspectives en matière d'exploitation et de transformation du pétrole. Et malheureusement, ce n'est pas forcément au Sénégal que ces formations se trouvent, c'est plus à l'étranger. Moi, je pense qu'il faut aller vers un système de mentoring, c'est-à-dire que les exploitants habituels à l'étranger viennent au Sénégal et accompagner les jeunes Sénégalais dans la formation. C'est un peu aller dans du doing business, c'est un peu dans ce sens-là. Et un peu accompagner également l'expertise locale qui existe déjà dans cette transformation de pétrole. Parce qu'effectivement, nous, on attend beaucoup
de cette exploitation, surtout en termes d'emploi, parce qu'on sait que le taux de chômage est quand même assez élevé au Sénégal. Donc il faudrait que les populations puissent en profiter de la meilleure des manières. C'est vrai qu'il y a un institut national de formation au métier du pétrole et du gaz, mais il n'y en a pas assez justement. Ibou, pour finir. Nous avons la chance d'être celui qui est derrière et de voir des exemples positifs et négatifs. Quand on prend le Congo, quand on prend le Gabon, malheureusement, ce sont les exemples négatifs. Quand on prend le Venezuela, c'est les exemples positifs où la répartition de leur pétrole a été l'une des inventions les plus énormissimes du monde. Parce que chaque Vénézuélien a eu à avoir sur le pétrole, même s'ils ont été combattus par le grand pays, le gros, qui est à côté, qui ne voulait pas de cette forme. Moi, ce pétrole sénégalais, je pense qu'on devrait l'appeler le pétrole démocratique. Parce que nous sommes une vitrine démocratique. Et on arrive à un moment, on a un bien qui nous est tellement antérieur parce que ce sont les fossiles. Les fossiles, ça veut dire que les terres les plus mortes, qui sont depuis peut-être des milliards d'années en bas, et que Dieu nous a fait hériter, nous, ces Sénégalais. Et le futur des Sénégalais, nos héritiers, nos enfants, les enfants de leurs enfants, on a prévu de mettre une caisse pour ces gens. C'est du respect qu'il faudrait, c'est de l'éthique. Donc, si c'est du pétrole démocratique, non seulement ce fonds-là ne sera point touché, il se peut même qu'il puisse être fructifié dans les marchés financiers, là où ça se trouve. Et de notre côté, ces dividendes vont au moins apaiser nous les parents et les parents à venir. Parce que les parents à venir, ce sont nos enfants. Et enfin, pour terminer, j'ai envie de dire bravo à un monsieur de 2004 qui était directeur général de Petrosen, qui est le maire éternel d'une ville ici, d'un village, d'une grosse ville religieuse qui s'appelle Pire. Je veux nommer Serigne Mboup. Parce qu'en 2004, il fut le premier Sénégalais à avoir paraphrasé cette histoire de pétrole. Et vraiment, je pense qu'il le mérite. Parce que c'est le prototype typique 100% et fondamentalement de l'exemple de l'école sénégalaise. C'est un garçon qui est né au Sénégal, qui a étudié dans les régions, dans un village, qui a percé, qui a évolué et qui croit à l'école sénégalaise. Et c'est le grand qui, tout le temps, il est là, disponible presque pour tout le monde. Vous avez toujours l'impression que c'est le copain, c'est le jeune frère, alors que c'est vraiment le bon exemple du Sénégalais, de l'école sénégalaise. L'occasion de magnifier, de saluer les enseignants, parce que ceux qui travaillent là-bas, ce sont nos enseignants qui les ont appris le PAPI. Donc, du coup, qu'ils en arrivent jusqu'à ce sommité, mais vraiment bravo à eux. Et si on applaudissait quand même ce pétrole sénégalais, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, merci. Vraiment. On va applaudir, on est contents ce matin. On attend, comme dit Alioune, parce qu'il faut que ça change. Le mot, c'est significativement. C'est-à-dire qu'il faut véritablement qu'on sente les bienfaits, par exemple. Exactement, il faut qu'on sente cela véritablement. Le prix du litre d'essence à la pompe, déjà, c'est pratiquement 1000 francs au Sénégal, c'est énormissime. C'est vrai, c'est vrai. On est presque à 1000 francs. Il joue juste sur les chiffres. 990 pour l'essence. Oui, c'est ce qu'on espère dans tous les cas. Et c'est le champ de Sangomar, justement, qui nous a donné ce premier baril de pétrole. Autre sujet, très rapidement, et ça aussi, c'est une excellente initiative, c'est la promotion du consommé local. Et le chef de l'État était en visite au village artisanal de Soumbédioune pour justement parler à ses artisans, mais aussi nous envoyer un message très fort à l'occasion de la célébration de la Tabaski. Allons vers le consommé local. Choisissons ce qui nous ressemble. Ça permet évidemment de soutenir notre économie également. Et c'est un geste fort, véritablement. Qu'est-ce que cela vous a inspiré? J'imagine que vous avez apprécié cela, Binta Charles. Oui, bien sûr. Voir le sourire de ces artisans-là, très fiers de voir devant eux le président de la République et surtout les mots du président disant que voilà, j'ai porté cette tenue-là qui est du Made in Sénégal, ces chaussures, etc., etc. Et on voit que les leaders aujourd'hui, surtout au Sénégal, ces leaders-là sont véritablement porteurs de voix. Ils inspirent cette jeunesse-là. On a vu, lorsque c'est une montre qui est portée, les Sénégalais courent acheter cette montre. Sur les réseaux sociaux, ça fait un vrai buzz. Oui, voilà. Absolument. Lorsque ces tenues, des tenues également sont portées, les Sénégalais courent véritablement pour l'acheter. Donc, il est très important aujourd'hui que le président puisse y faire un tour, puisse inciter les Sénégalais à véritablement consommer local, surtout en cette veille de Tabaski. Je pense que ce sera une bonne affaire pour ces artisans-là. Il me reste 3 petites minutes, très rapidement, sur le sujet. Ensuite, on passe à la chronique sociétale de Ibou. Consommer local? Je suis une pure adepte du consommer local. Voit ce matin, parce que évidemment. C'est-à-dire, depuis quelques années, pratiquement depuis que je suis rentrée de mes études, c'est purement local que j'utilise.
dans beaucoup de domaines et vraiment il y a de la qualité. Moi, je pense qu'on gagnerait vraiment à consommer local, mais il faut également que les producteurs locaux également baissent certains prix, par exemple, d'achat de leurs produits. Parce qu'on a l'impression parfois que même pour s'habiller, pour les chaussures, pour beaucoup de choses qu'on utilise au niveau local, ça peut coûter parfois plus cher que ce qu'on achète à l'étranger. Donc nous, on veut bien et on accompagne beaucoup les producteurs locaux, mais il faut également qu'ils pensent au panier de la ménagère en réduisant un peu les coûts. La question du coût et du prix. Voilà, pour des coûts beaucoup plus abordables, il faut forcément une plus grande production, une production en quantité, en grande quantité. Est-ce qu'ils en ont les capacités? Bon, maintenant, ça peut-être sera à l'État un peu de mettre sur pied véritablement les infrastructures, le soutien financier nécessaire aussi pour que nos petits entrepreneurs, l'entrepreneur par exemple, le fabricant de chaussures de Ngaï puisse sortir de son petit atelier et grandir et avoir pourquoi pas une petite unité industrielle. Je crois que ce n'est que par ce levier-là qu'il pourrait pratiquer des prix par exemple comparables à ceux par exemple des marchandises qui nous viennent de Chine. Parce que par exemple, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la Chine en fait a toute une gamme par rapport à sa clientèle. Vous avez des articles de luxe d'une très grande qualité, mais qui sont réservés à une certaine clientèle. Maintenant, quand il s'agit de refourguer certains produits, ils pensent à l'Afrique parce que, bon, se disent que peut-être notre portefeuille ne nous permet pas de passer commande pour certains produits de luxe. Parce que derrière, la Chine est considérée comme le grand atelier du monde. Parce que son industrie est extrêmement dynamique, extrêmement forte. Au Sénégal, le niveau d'industrialisation est extrêmement faible. Est-ce que ça fait 2%? Je ne pense même pas. Nous n'avons même pas atteint 2%. Je crois que c'est la mission difficile qui a été assignée donc, au tout nouveau ministre Serigne Gueye, qui a fait des résultats probants en sa qualité de maire de Sandiara. Je pense que celui-là, si on lui donne les moyens, il peut dupliquer ça partout au niveau national. Et maintenant, nous féliciter de cette belle publicité faite à notre artisanat par le président de la République. Je pense qu'il est temps que les dirigeants africains qu'ils puissent être les premiers ambassadeurs de leur artisanat, du Made in Africa. Tout à fait. Et même s'il s'est habillé à l'occidental, il a tenu à dire que c'est un costume, certes à l'occidental, mais cousu par un couturier sénégalais. Merci. C'est important. C'est important. N'est-ce pas? Donc je crois que ça également, le message était très fort. Et comme l'a dit Binta Chal, il fallait voir un peu le visage de du commerçant avec qui, plutôt de l'artisan avec qui il était en discussion pour se rendre compte véritablement de leur allégresse, de leur joie de voir le président de la République débarquer à Soumbédioune. Et je crois que c'est l'occasion aussi, certainement ils ont fait le plaidoyer pour avoir un village artisanal beaucoup plus spacieux. Oui, parce que Soumbédioune, c'est vrai, le problème avec Soumbédioune, prise en tenaille avec les travaux de rénovation de la corniche. Mais vraiment, bravo au président pour cette démarche. Quelque part, certains disent même que ces travaux, cette corniche a tué, exactement, le tunnel a tué ce marché artisanal. Ibou, on termine très rapidement, ensuite on passe à ta chronique. On va parler de sursalaire. Le sursalaire est un élément qui est dans le salaire. C'est un paradoxe sénégalais. Nous avons le salaire de base, et ensuite, on nous dit un sursalaire. Par défaut, le salaire de base est tellement minime que presque on ne le voit pas. On ne le sent pas du tout. Vous gagnez 3 millions de francs CFA, vous gagnez 500 000, qui est presque la moyenne. Allez voir le salaire de base. Le salaire de base va être autour de 89 000, 90 000 francs CFA. Et ce sursalaire-là vient arriver jusqu'à ce que vous arriviez autour de 400 000, plus une indemnité kilométrique, l'indemnité de transport, etc. Le logement et tout ce qui s'ensuit, oui. Mais quand c'est ainsi, n'est-il pas concevable au moment où vous avez moins de force, moins d'énergie, et que vous devez vous reposer à la retraite, et là on vous dit que le salaire de base est exclusivement comptabilisé pour votre pension de retraite, mais le sursalaire, non. Non. Ah. Oui, pas du tout. Mais pas du tout. Ah oui. Ben, vous vous dites, mais d'accord, mais comment ça se fait que je sois taxé de la même égalité sur le salaire de base et le sursalaire? Les colons. Avant l'indépendance, c'était comme ça. Dans l'historique, les colons étaient là, nous donnaient 10 000 francs, et pour nous tenir, nous donnaient encore 90 000 francs pour que cela fasse 100 000 francs. Mais il n'y a que les 10 000 en réalité qui étaient le contractuel. L'autre, ça dépendait de l'employeur. Et jusqu'à présent, depuis 1974, ça dépend encore de l'employeur. L'employeur fixe. Ben, écoutez, c'est un salaire de 2 millions de francs, 150 000, c'est le salaire de base, et bon, les 600 000, c'est du sursalaire. Vous partez ailleurs, l'autre, il dit, moi, mon sursalaire, c'est 200 000. Et selon les conventions collectives.
Et je me suis dit, mais si nous constatons la vague des années 60, de ceux qui sont à 70 vont bien partir à la retraite, cette problématique-là mérite d'avoir au moins une assise, pas une histoire de syndicat. Parce que le syndiqué, il est partisan. Et quand il est partisan, il a des œillères, il a des objectifs qui lui sont totalement périmètres. Partisan, c'est un périmètre, alors qu'il faut plus une globalisation. Les artisans, est-ce qu'ils partent à la retraite? Oui. Est-ce qu'ils auront une pension? C'est à voir. À quel niveau? Et il y a une anecdote, en 2004 ou 2005, plutôt 2004, le président Wade, il reçoit l'amicale des administrateurs civils du Sénégal. Et durant l'audience, on lui montre un bulletin de salaire d'un administrateur civil de classe exceptionnelle qui devait partir dans les mois suivants ou le mois suivant même à la retraite. Imaginez combien il était censé avoir en pension de retraite. Moins de 20 000 francs. Plus exactement, 19 000 francs CFA. Oui. Beaucoup le savent, qu'ils perçoivent des millions durant leur activité et au moment de la retraite, le sursalaire n'est pas comptabilisé. Donc le plaidoyer est, mais quand je prends X et Y pour donner la valeur du salaire et que la taxe qui vient là en Z va sur le X et va sur le Y, mais logiquement, dans la logique, ne pas faire comme les colons, qui a été perpétué par le système syndical, parce qu'ils ne sont pas revenus à la base sur ça, ils sont juste contentés de faire certaines modifications pour aller de l'avant. Mais peut-être que les petits pas peuvent générer de grands pas. Vraiment que le sursalaire soit totalement intégré dans le salaire de base et qu'on ne parle pas de salaire de base, de sursalaire. Qu'on dise voici juste le salaire et ensuite les indemnités qui suivent. Voilà vraiment, ou à défaut, honnêtement, que ces points soient comptabilisés au niveau de la retraite. Parce que des retraites de 59 000, j'ai vu des fiches de retraite de 83 000 et des salaires de qui? Je me suis dit, il se joue un peu de moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des pensions de 17 000, ça, Qu'est-ce je peux en qu'on peut témoigner. en faire? Tout à fait. Je pense que mon grand-père, c'est ce qu'il touchait. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça, c'est un excellent sujet pour notre invité ce matin. La demande, ou en tout cas la revendication, on va l'appeler ainsi ou on va trouver un autre? Le plaidoyer, voilà, puisqu'on est loin des syndicats. On va dire plaidoyer, oui. Et ça, c'est le travail des ressources humaines. C'est à eux de faire de bonnes propositions. Bien sûr. Je pense que c'est un sujet tout fait pour notre invité. C'est une belle logique, je pense. Ouais. C'est logique. Moi, en fait, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire, ce dont il parle, en fait, il y a deux systèmes, le système de la fonction publique et le système du privé. Au niveau de la fonction publique, dans la grille salariale, les salaires de base, ils sont extrêmement faibles. Et c'est cette faiblesse-là qui a expliqué vraiment beaucoup de rebonds dans plusieurs domaines de la fonction publique sénégalaise. Aujourd'hui, je prends l'exemple de la santé que je connais très bien. On sait que les salaires de base, ils sont très faibles. Mais en termes d'indemnité, de primes, etc., il y a quand même... c'est assez conséquent et ça permet un peu d'équilibrer en fait, les salaires et de permettre aux gens d'avoir un niveau de vie assez correct. Maintenant, aujourd'hui, ce que vous demandez, c'est une indexation de ces indemnités dans la pension de retraite. Ça, c'est un travail que seul le chef de l'État pourrait accorder et donner instruction aux services compétents pour le faire. Mais je pense qu'auparavant, il y a quand même un travail qui a été fait sur une révision de la grille de rémunération de la fonction publique et qui avait été déposé depuis au moins 4 ou 5 ans ça, sur la table du chef de l'État et qui n'a pas pour le moment eu de suite favorable. Et dans ce travail-là, il a été proposé quand même une revalorisation du salaire de base. Ça, c'est le salaire indiciaire qui permet à la personne aujourd'hui, une fois à la retraite, d'avoir quand même une pension correcte qui lui permet, convenable, vraiment de... On parle de dignité quand même humaine, qui lui permet de continuer, de vivre sa retraite paisiblement après beaucoup d'années de sacrifices faits, parfois dans le secteur public. Dans le privé, c'est un peu différent. C'est le salaire global qui est comptabilisé et c'est sur la base du salaire brut imposé qui est calculée la pension. La pension de retraite. Ça veut dire qu'ils sont mieux. En tout cas, quand ils vont à la retraite, quand même beaucoup mieux que les fonctionnaires. Beaucoup mieux que les fonctionnaires. Nous, les fonctionnaires, on sait tout ce qu'il y a dans nos bulletins de salaire. C'est des salaires de base qui sont
à des taux extrêmement faibles. Parce que c'est une grille qui n'a pas été révisée depuis l'indépendance, je le dirais comme ça. Tout ce qui a été rajouté, ce sont des indemnités. Mais le salaire de base n'a pas connu vraiment... Et comme nous avons de nouvelles autorités dont l'ambition est d'améliorer considérablement notre niveau de vie, je crois qu'il faut se pencher sur cette question-là, Alioune Badara. D'autant plus qu'on sait qu'au Sénégal, le salaire, ce n'est pas pour toi et ta toute petite famille. Le salaire, c'est pour la famille élargie. C'est ça. Donc, un salarié sénégalais, il travaille pour toute une famille. Hein. Donc, forcément, si vous augmentez son salaire, ça impactera également positivement le quotidien de ses proches, donc de sa famille élargie. Parce que nous sommes au Sénégal, voilà, il faut tenir compte quand même de ces réalités. Autre chose aussi, bon, je ne sais pas comment corriger certains écarts également. Il y a des écarts, mais c'est vraiment incroyable. Mais vrai, ça se passe ici au Sénégal. Vous pouvez avoir, par exemple, le même diplôme, quelqu'un peut avoir la chance de réussir un concours, par exemple, de l'ENA. Vous avez le même cursus, certainement, il n'a pas été plus brillant que vous. Vous êtes toujours aussi serviteur de l'État, mais il peut vous payer votre salaire 2 fois. Je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? C'est ce qui, quelque part également, peut expliquer la frustration de beaucoup de nos fonctionnaires, surtout les enseignants et médecins. Parce que moi, je prends un médecin, le cursus qu'il doit faire pour être médecin, le sacrifice, ça dit bac plus 10 pratiquement. On nous Voire 12. plus. Ça fait 12 ans d'études post-bac. Vous sortez, vous avez un salaire de misère, sincèrement. Parce que j'ai un neveu, Maïssa, souvent qui m'aide dans la préservation de l'environnement de la cité Keur Salam de Tivaouane. Il n'est pas encore recruté, il est à Ndioum pour son stage pratique, bon, même s'il a eu le diplôme. Mais quand il vous explique leur parcours, après pour être intégré dans la fonction publique et le salaire qu'ils vont recevoir, vous comprenez aisément pourquoi il y a autant de départs de nos jeunes cadres, de nos médecins à l'étranger. Et pour les retenir au pays, alors que le besoin, il est là. Le besoin, il est énorme. Il faut revoir un peu donc, le traitement salarial, corriger ces disparités-là pour qu'il y ait beaucoup plus d'équité, que tout Sénégal puisse se sentir concerné. En tout cas, plutôt, disons, voilà, salué par l'État à la hauteur de son engagement pour servir le peuple. Et j'allais dire, le pire, c'est que lorsqu'ils vont aller à la retraite, la pension va être encore plus misérable. Mais un retraité, il donne la dépense quotidienne dans beaucoup de foyers. Mais on va à la retraite à quel âge? Parce que le taux de chômage, on est encore très jeune chez nous, la retraite à quel âge? Parce que le chômage, il est énorme. C'est rare de voir quelqu'un qui a le privilège de voir au moins la moitié de ses enfants travailler. Donc, même en étant à la retraite, on continuera toujours à lorgner vos poches pour faire fonctionner, pour faire bouillir la marmite. Vous comprenez? Donc, c'est un choc pour beaucoup. Tout à fait. C'est une réalité, hein? Même quand on est une fois à la retraite, on continue véritablement de sortir de l'argent, comme si on était toujours actif. Donc là, franchement, tu m'apprends beaucoup de choses par rapport à ce sursalaire-là. Et je pense que ce point-là mérite également d'être abordé devant l'Assemblée nationale. Il faudrait que les travailleurs en parlent. Voilà. Et comme tu as dit, peut-être ne pas seulement donner cette patate chaude aux syndicats, parce que là, on va plus se dire que c'est politique et autres, mais il faudrait véritablement qu'on se mette sur une table et qu'on puisse proposer ces réformes-là. Voilà, moi, je suis choquée. C'est une demande... 17 000, 20 000, 50 000. C'est une demande nationale. On est mercredi, c'est ça? C'est jour de conseil des ministres, mon cher Ibou. Qu'est-ce que tu disais? Viens, mort, on t'a déjà vu. C'est notre chargé de production. Je te retiens 2 minutes. Mais il faut le laisser venir, là. On allait le retenir. Cyril Mordiaï, qui est notre chargé de production et qui m'apporte les quotidiens pour la revue des titres. Ça fait 5 minutes qu'il essaye de venir sur le plateau et qu'on ne le voit pas. Mon cher, on connaît déjà ton visage et merci. Il y a une dame dans le terre qui me dit « Ah, je vous suis, moi maintenant je suis à Gorée, j'ai la retraite, etc. J'étais enseignante, je vends là-bas des perles, tout ça, mais toute sympathique, qui me dit depuis combien de temps, qui me fait l'histoire de Kenkeliba. Et qui me dit « Mais finalement, les chroniques de Ibou, comment je vais faire pour ne plus donner le peu que j'ai ?» J'ai dit que je peux, il me dit, je dis alors, vous prenez un téléphone de bas gamme, et avec ce téléphone-là, vous allez prétexter dans votre entourage que vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu, mais il y a un numéro. Mais parce que l'autre numéro que vous avez en Orange Money, c'est là où vous recevez votre pension. Et ensuite, vous commencez à confondre les noms. Quand un tel s'appelle Samba, vous venez l'appeler Sophie. Ils vont dire que la grand-mère est en train de perdre la tête. Et quand ils vont retrouver le téléphone, vous ne connaissez plus le mot de passe.
Et là, de ce fait, vous gardez à côté. On peut plus faire Donc de vraiment, transfert. mais ces enseignants du terre, mais vraiment, je les passe du bonjour. Faut les voir tout motivés, tout chevillés. Mais vous, Attention, hein. réglons le problème à la base, c'est Non, encore on veut mieux, créer je des problèmes pense. entre Père Batch et Mergoud. C'est ça. Père Batch, on lui demande toujours la dépense quotidienne. Hein. C'est ce qu'il me dit, mes fils, à mon âge, ta maman, elle me demande toujours la dépense quotidienne. Mais je lui dis, mais Père Batch, mais c'est une obligation. Ouais, Point de c'est vue ça. religieux. Il n'y a pas de retraite pour le mariage, hein. Il n'y a pas de retraite pour ça, Il n'y a évidemment. pas de retraite pour ça. Absolument. Espérons que les nouvelles autorités, j'en suis convaincu, seront très sensibles sur ce plaidoyer. Absolument. De prendre en charge, que le député du peuple également puisse l'aborder avec sérénité Oui. et surtout en trouvant les canevas. Parce que nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes à peine 18 millions d'individus, de Sénégalais, Oui. d'égale dignité. Et dans ces 18 millions, il y a moins de 5 millions qui travaillent. Mais tous les autres sont concernés. C'est une chaîne de redistribution de la grâce divine, le salaire. C'est vrai que c'est vraiment beaucoup d'efforts. Et tout le parcours pour arriver jusqu'au salaire et de soutenir encore tous les autres à accompagner parce qu'on est dans la cohésion sociale. Pas à faire juste de syndicats comme on l'a fait avec la justice, mais qu'on le fasse. Mais vraiment sur ce sur-salaire-là, c'est la problématique. Merci mon cher Ibou. 7h11, voici maintenant la une des quotidiens de ce matin, de ce mercredi 12 juin 2024. Avec à la une du quotidien de service public Le Soleil, l'entrée en production du champ pétrolier Sangomar. Le Sénégal produit son premier baril. Yor s'intéresse également à ce sujet, gisement de pétrole de Sangomar. Le Sénégal produit son premier baril. Eh bien, le sujet revient également à la une de l'info ce matin. Le Sénégal dans une nouvelle ère avec la production de son premier baril de pétrole. L'opérateur Woodside a annoncé cela hier. L'accomplissement en toute sécurité de la production du premier baril du champ Sangomar. À la une du quotidien 24 heures, la production d'hydrocarbures également. Premier baril, décidément. Tous nos confrères ont, à la une justement des différents quotidiens, choisi ce titre-là. Regardez le quotidien par exemple. Pétrole, exploitation du champ de Sangomar. Baril d'espoir, évidemment. Ah, j'aime beaucoup ce titre. Baril d'espoir. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a évidemment beaucoup d'espoir. Et au lieu de dire beaucoup, ils ont choisi baril pour évidemment faire référence à pétrole. Ça, c'est le quotidien. On n'est pas surpris. Aux manettes, un poulard, là, parce qu'un serré n'aurait pas une telle inspiration. Hein. Je vais voir le nom. Après, je vais vous. Non, ça Bon, allez, peut pas être un faille ou bien un diouf. c'est à la page 5, c'est à la page 5 précisément. Sud Quotidien ce matin, avec à la une de Sud Quotidien la production du baril de pétrole au Sénégal. Également, Sangomar extirpe son offshore, un jour historique pour Petrosen et Woodside, une nouvelle ère pour l'industrie sénégalaise. Ça... Les saltigués m'ont eu aujourd'hui. C'est notre confrère Dialigué. Ah, Dialigué, oui, bien sûr. Honneur au Sérère pour une fois. C'est lui qui signe cet article, évidemment, qui est à la une du quotidien, le quotidien ce matin. T'as vu, hein? Un homme très bien. Mon cher, les Sérères sont aux commandes maintenant, hein, véritablement. Besby le jour, la une de ce quotidien d'information générale, avec le même sujet, hein, Sangomar qui livre son baril de pétrole. Premier cri d'espoir. C'est pas mal aussi comme titre. Premier cri d'espoir, véritablement. Source A, sur un tout autre sujet, l'occupation du domaine public maritime à Dakar, passée à la loupe par la commission ad hoc. Les choses bougent. Et ça, c'est une information que l'on retrouve à la une de Source A ce matin. Détail à la page 4. Et puis, l'euphorie collective après que le Sénégal ait obtenu son premier baril de pétrole. L'alerte orange d'espère. Et on a donné justement la parole à quelques experts ce matin. Hein, Biram Diouf, Oumar Moussa, qui est expert en contrat pétrolier également, et qui dit ceci: Petrosen doit maintenant être très vigilante. Elle doit retrousser ses manches. D'ailleurs, on a eu l'occasion de recevoir à plusieurs reprises l'ancien directeur général de Petrosen Trading, Manar Sall. L'autre, Médard. Ah, l'autre, il n'était pas là, j'ai oublié. Mais parce le qu'en nom fait, ça a été un peu éclaté. En deux, exactement. L'exploitation commerciale et la production. Deux entités. Exploitation commerciale et puis production, bien évidemment, pour les deux. C'est normal parce que, voilà. C'est ça. Hein, même avec le pétrole, Petrosen a des actions en parallèle de l'État du Sénégal. C'est ça. Et ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, on avait un invité qui nous expliquait maintenant que pour les sociétés nationales, dans l'exploitation, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Il faut une entité pour l'exploitation et l'autre dans la production et dans la gestion de la manutention. On avance avec la une du quotidien critique maintenant sur l'affaire Prodac. S'achemine-t-on vers la revanche du
contumax. Interrogation à la une de Critique ce matin. C'est une actualité politico-judiciaire, j'allais dire finalement. Et puis les véhicules de la présidence. Le gros lot est composé d'APAV, peut-on lire également à la une du quotidien Critique ce matin. Le mandat maintenant, avec un sujet de société. Violence à l'école sénégalaise, un phénomène qui prend malheureusement de l'ampleur. À la page 5, nos confrères reviennent sur cela. C'est à dénoncer, bien sûr. La vie en société est souvent source de conflits en raison des intérêts divergents, bien évidemment. L'école est une institution de la société. Elle reproduit souvent ces conflits de valeurs avec des conséquences insoupçonnées et cela doit cesser, bien sûr. Dans les cours, dans les classes. Respecter les enseignants. C'est important aussi parce qu'il y a malheureusement eu des violences notées contre les enseignants durant ces aussi. examens, ils ont mis un centre, mais énorme, de vidéosurveillance. Il faut que dans nos crèches, qu'il y ait des vidéosurveillances. Il faut que dans nos classes, parce que ce sont des solutions. Qu'est-ce qu'on cache? On ne cache rien. Mettons des vidéosurveillances avec un abonnement des parents depuis le lieu, qu'ils puissent se connecter et voir comment évolue leur enfant. On les confie des enfants. Nous avons les dégâts qui se passent dans les écoles. Oui. Cette violence qui se passe. Quand l'individu sait exactement qu'il y a la vidéosurveillance, il se tient bien. Forcément, quelque part, c'est vrai, je suis d'accord. De développer l'empathie chez l'enfant. Ça, c'est l'éducation à la base. C'est aux parents quand même oui, de s'en occuper. C'est à la base, ça, c'est une question d'éducation. Éducation, éducation, voilà, tout à fait. Et dans l'espace public aussi. De la compassion, ne vous battez pas en classe, tel est votre ami et tout cela. Tout à fait. Il faut que les parents sachent qu'ils ont aussi un rôle extrêmement important à jouer dans l'éducation de leurs enfants. C'est important, tout à fait. Au Sénégal, il y a une confusion. Ça part de là, ça part de là. Et moi, je disais, dans l'espace public aussi et sur nos médias aussi, les enfants reproduisent ce que nous faisons. Donc, il faut faire attention aux exemples que nous leur donnons parce que ce sont comme des éponges qui ne font qu'aspirer, évidemment, ce que nous leur proposons. À la une du mandat également, cette note de nécrologie et ça nous permet évidemment de rendre hommage à Mansour Dian qui nous a malheureusement quittés hier. On a appris la nouvelle, c'est à la une du quotidien Le Mandat, avant stade bien évidemment. Une icône de la presse s'en est allée. Mansour Dian, moi j'allais dire précurseur de la presse people également véritablement. Il a écrit des articles vraiment très gentils sur la matinale Quinquiliba, si je ne me trompe. C'était en 2013 ou 2014 sur l'équipe. Et c'est l'occasion pour nous évidemment de prier pour qu'il repose en paix. Merci beaucoup pour toute cette générosité que tu as eu à donner Mansour et que Dieu t'ouvre les portes de son paradis. Stade, maintenant, vous l'avez aperçu pour finir la revue des titres de ce matin. Mondial 2026, largué à 2 longueurs. Le Sénégal ira au Soudan. La peur au ventre. C'est clair. Parce qu'en cas de défaite, on serait à 5 points des Soudanais. Et là, ça deviendrait pratiquement un scénario du genre mission impossible. Non, ce sera le départ. Si c'est dans ce cas, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. On ne lui demande pas de gagner la Coupe du Monde, il ne peut pas. Sauf miracle, soyons honnêtes. Mais la Coupe d'Afrique, il l'a fait. Mais après, dans la gestion des ressources, mais si vous avez du lait et que vous ne dites que du piment, ça ne passera pas. Soyons honnêtes. Le classement qu'il fait, ce sont des classements entre guillemets de... Est-ce que ce n'est pas du yébaté? C'est ça en fait. Le yébaté, c'est quand je te donne un pouvoir avec toute ma courtoisie et que tu ne tiens pas compte de mes remarques. Mais le football est universel. On joue mieux même que lui. Mais sauf que lui, c'est son job. Quand même, depuis qu'il a 12 ans, il est dans le monde professionnel. Les choses technico-tactiques, il le sait. Il ne peut pas apprendre à Sadio Mané comment jongler. Il ne peut pas appeler aux jeunes Sarr comment faire des courses. Mais quand même, tu ne peux pas faire une sélection et ne pas prendre de latéraux. Formose n'est pas un latéral. Abou Diallo n'est plus un latéral. Soyons honnêtes. Nous n'avons pas envie de nous fâcher avec lui parce qu'on reste courtois. Mais quand même, il abuse. Il abuse quand même. Merci. Il abuse. Il abuse quand même. Pour une fois, je ne suis pas coupable. C'est-à-dire non, comment je ne peux plus rien rajouter. Je ne peux plus rien rajouter, mon cher Hugo. Merci. Il abuse quand même. Mon cher Hugo. Une équipe sans latéraux, ça ne se voit qu'au Sénégal. Hein. C'était bon, merci Ibou. Non, Ibou, non. Non, Ibou, non, merci Ibou. Non, c'est bon. C'est-à-dire que j'ai vraiment, tout au long de cette semaine, j'ai envie de garder mon sang-froid. Je ne veux même pas qu'on dise le nom du sélectionneur parce que voilà, je ne veux pas déchaîner les pensions. Mais c'est Stade. Est-ce qu'on ne va pas sortir les quotidiens sportifs de la revue des titres pour un temps quand même? Parce que là... Les nerfs sont tendus, je vous assure, véritablement. Ce sera tout. On l'aime bien, on l'aime tous. On aime cette équipe aussi. C'est pourquoi les nerfs sont tendus. Il propose du piment. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Il est 7h20. On avance sur le conducteur. On va interroger notre invité maintenant pour nos téléspectateurs, Awa Fall Diagne. Et c'est juste après ceci, rubrique invité.
Je crois que c'est le mot. Awa Fall Diagne, la directrice des ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Merci d'être sur ce plateau avec nous, véritablement, pour revenir sur beaucoup de sujets. J'ai envie de dire des patates chaudes également, finalement, parce que... C'est le ministère qui cristallise les attentions. C'est normal, parce que quand même, on parle de la santé, hein. Dans les grands pays, je crois qu'à côté du ministère de l'Éducation, c'est la santé qui capte l'essentiel des ressources. Parce que si vous avez un peuple malade, vous ne pouvez relever aucun défi. C'est clair. Et je sais qu'elle croule sous le poids de la demande. C'est pourquoi tantôt je la taquinais en disant « je n'aimerais pas être à votre place ». Même si on me paye des millions là, bon, directrice des ressources humaines du ministère de la Santé, ça c'est une autre paire de manches. Alors merci d'être sur ce plateau, Madame Diagne, pour revenir avec nous sur en tout cas la politique de modernisation, en tout cas de la politique des ressources humaines du ministère de la Santé. On se souvient encore qu'à l'occasion de la Covid, vous avez été particulièrement touché par le déficit de personnel. Et là, les autorités publiques se sont rendues compte de la nécessité vraiment de recruter pour permettre au ministère de la Santé de bien faire face à ces missions surtout si importantes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait par l'État du Sénégal depuis 2021, au moins pour quand même, disons, contrebalancer un peu ce déficit d'effectifs noté? Effectivement, bon, la Covid a fait ressortir beaucoup d'insuffisances, pas seulement en termes de disponibilité, mais en termes de formation. Le personnel qualifié qu'il fallait pour gérer cette pandémie, quand même, on n'avait pas les ressources nécessaires. Parce que c'était des spécialités quand même assez rares, qui n'étaient pas vraiment prisées et pour lesquelles il n'y a pas eu beaucoup d'agents qui ont été formés en la matière. Je prends l'exemple de l'anesthésie-réanimation, de la pneumo, de la cardio, etc. C'était vraiment les profils les plus recherchés en fait pendant cette pandémie. Et c'est ça qui nous a permis vraiment au niveau du ministère de renforcer la formation dans ce domaine. On a vu les titulaires de chaire, on leur a demandé d'augmenter les quotas pour permettre de former de plus en plus de spécialistes dans ces domaines qui ont été précités. Mais pas seulement, parce qu'on a au moins 42 domaines de spécialité au Sénégal, 42 DES qui sont ouverts à la fac de médecine. Et dans ces 42 DES, on peut comptabiliser globalement plus de 2500 à 3000 Sénégalais qui sont en train de faire leur spécialisation. Et non seulement cela, on a pu, avec les nouveaux hôpitaux qui étaient construits, je parle de Touba, Kaffrine, Kédougou, Sédhiou, procéder à un recrutement global d'environ 3000 agents, 3000, dont 1500 recrutés par recrutement spécial qui a été décidé à l'époque par le chef de l'État. Ensuite, le quota annuel de recrutement qui n'est pas vraiment annuel, hein, parce que ce n'est pas chaque année qu'on a un quota fixe de recrutement au niveau de la fonction publique qui était de 600. Ensuite, il y a eu la Banque mondiale qui a accompagné dans le recrutement. Il y a eu le Fonds mondial également. Donc vraiment, il y a eu, je dis, un appel de solidarité qui a eu de part et d'autre, vraiment, pour accompagner les ressources humaines en santé. Mais cela ne suffit toujours pas, parce qu'on était dans un moment où il y avait des gaps qui étaient déjà existants et qu'il fallait d'abord renforcer, ensuite pourvoir de nouvelles créations. Donc aujourd'hui, on a pu quand même faire fonctionner ces nouveaux hôpitaux et un peu accompagner également certaines régions qui étaient à l'intérieur, surtout les régions du sud, hein, Kaffrine, Kédougou, Sédhiou, Tambacounda, Kolda. Il y a eu quand même un gros stock de personnel qui a été mis à la disposition de ces régions. Et ça, c'est grâce à la Banque mondiale à travers le projet ISMEA qui a vraiment recruté 895 agents spécifiquement pour ces régions. Ça veut dire quoi? Que ces agents, pour la plupart, sont originaires de ces régions ou bien ce n'est pas le cas? Non, on a lancé un appel à candidature ouvert. Ouais. Et dans l'appel à candidature, c'est précisé que c'est pour ces régions que les agents recrutés seront déployés. Oui. Donc, naturellement, les gens ont déposé parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un taux de chômage quand même qui est assez important. Oui, qui est énorme, oui. Et comme c'était un projet également financé par la Banque mondiale, il y avait quand même certaines mesures qui encadraient un peu ce recrutement. Donc, 895 agents d'un coup dans 6 régions, ça n'a jamais eu lieu au Sénégal. Donc, ça a permis d'ouvrir les postes qui étaient fermés, de renforcer 2 hôpitaux qui se trouvent dans cette zone, 3 même, Kédougou, Sédhiou et Kaffrine, c'est les nouveaux hôpitaux qui ont, par cette occasion, ouvert
presque tous les services qui existent dans les structures. Donc ça renforce un peu l'amélioration de l'offre de soins et l'accessibilité surtout aux populations. Parce que ce qui rend les hôpitaux de Dakar full et inaccessibles, c'est parce que les gens viennent des régions pour venir se soigner à Dakar. Oui, parce que les spécialistes, pour la plupart sont ici. sont donc, concentrés à de Dakar. moins en moins, on a vraiment mis en place un guide de mobilité que vous avez devant vous, qui vraiment nous permet d'avoir des critères de mobilité bien définis et qui est sous-tendu par une plateforme numérique à travers laquelle tous les agents peuvent accéder à cette plateforme. Ils rentrent dans la plateforme, ils créent leur compte agent et ils peuvent prétendre à une mobilité s'ils remplissent les critères qui sont dans le guide. Donc ça nous permet vraiment d'améliorer l'équité et la distribution du personnel de santé. Mais c'est l'agent qui demande, donc il doit le vouloir, c'est ça? Il doit le vouloir. Ah. Ça, c'est pour les agents qui sont déjà en poste. Et pour les nouvelles recrues, la répartition se fait en fonction des besoins. Ouais. D'accord. Voilà, c'est clair. Parce que nous avons une cartographie des besoins au niveau du ministère de la Santé qu'on ouvre régulièrement pour évaluer et voir où est-ce qu'on en est dans la satisfaction des besoins. Très bien. Donc cette cartographie reprend toutes les catégories socio-professionnelles, les médecins par spécialité, les gynécos, pédiatres, anesthésistes, etc., les infirmiers, les sages-femmes, les assistants infirmiers et même le personnel administratif qu'on oublie souvent et qui est quand même un maillon très important dans la chaîne, dans l'offre de soins en santé. Parce que vous ne pouvez pas aller dans une structure et vous ne trouverez pas de personnel administratif, qui est le personnel de soutien, qui gère vraiment tout le volet administratif, la direction, les volets finances, le management, etc. Donc, c'est les ressources humaines naturellement, parce qu'il y a des démembrements de tous les services centraux au niveau local. Vous trouverez un point focal RH dans chaque région, vous trouverez un comptable dans chaque région qui vraiment renforce un peu ce qui se fait, qui sert de relais en réalité au niveau central. Mais tout ça, effectivement, nous constatons qu'il y a des insuffisances qui sont vraiment marquées, je peux le dire comme ça, mais ça ne nous ralentit pas dans la dynamique de distribution équitable dans laquelle nous sommes. Et parfois, ce qui un peu motive ou ne motive pas les agents à ne pas aller en réunion, c'est un peu ce qu'ils trouvent sur place en réalité. Ouais. Parce qu'un agent qui vit à Dakar avec sa famille, ses enfants surtout, je prends l'exemple des dames parce que c'est les plus compliqués à gérer, je le dirais comme ça. Ils ont leurs enfants inscrits à l'école et on sait tous comment est fait la société sénégalaise. Oui. Laisser sa femme aller en région avec les enfants pour travailler, ce n'est pas très évident. Alors qu'une fois dans le lieu de travail, vous ne trouverez pas forcément les infrastructures de base qui vous permettent de vivre dignement. Donc, au-delà de la motivation financière ou de la motivation matérielle, ce qu'il faut, c'est mettre les conditions pour tout agent de santé de vivre dignement et dans la sécurité. C'est surtout ça qui est important. Parce qu'aller dans une zone où vous ne trouvez pas d'école, vous ne trouverez pas de poste de santé. Parfois, ils ont des enfants qui naissent avec certaines maladies chroniques. Vous ne trouverez pas forcément l'accès à l'eau, à l'électricité. Oui. Donc, moi, vraiment, je trouve que quand même parfois, c'est assez difficile de les obliger à aller travailler en région. Néanmoins, parfois, on prend l'appui des collectivités territoriales sur place pour un peu accompagner ces agents de santé, pour les vraiment mettre dans un minimum de confort, je peux l'appeler comme ça, qui leur permet d'exercer dignement leur métier. Ensuite, allez-y, madame. Ensuite, il y a des stratégies qui sont mises en place pour inciter les agents à vivre en zone difficile. Surtout ça, je parlais un peu de la politique incitative pour les amener à accepter, à rejoindre ces postes-là. Et cela passerait, pourquoi pas, par quelques petits avantages, par exemple une augmentation de salaire en cas d'affectation à l'intérieur du pays pour corriger un peu l'inéquité qu'il y a entre travailleurs, en tout cas du ministère. Je crois que ce levier-là, vous l'activez, n'est-ce pas? Nous l'activons, mais vous savez, l'agent qui part en région, il ne se limite pas juste à son salaire qui est payé par la fonction publique. C'est ce qu'on ne précise pas souvent. C'est-à-dire, quand vous êtes affecté dans une structure à l'intérieur du pays,
L'hôpital vous accompagne également en termes d'indemnité ou de motivation à l'intérieur de... Parallèlement au salaire. Parallèlement au salaire reçu de l'État. Il y a toujours une indemnité. S'il n'y a pas de logement, on donne une indemnité de logement. Et maintenant, l'État paye l'indemnité de logement à tous les agents recrutés dans la fonction publique ou les contractuels. Donc, il y a déjà cet accompagnement qui est fait. En fait, le gap était... la différence de salaire était quand même... énorme, parce que le salaire était faible et on payait la motivation. C'est ce qui fait que tous les efforts qui ont été déployés ces 2 dernières années en termes d'augmentation, c'est les indemnités dont vous parlez, peuvent ne pas forcément se faire ressentir. Parce qu'en réalité, on n'était pas à un niveau correct quand même de paiement. Donc il y a eu certes des augmentations qui sont allées minimum de 170 000 francs à parfois 300 000 francs par agent en plus du salaire qui était payé. Et en sus de cela, au niveau local, ils perçoivent parfois des indemnités que paye l'hôpital. Si c'est l'agent affecté dans un hôpital, si c'est dans un centre de santé, l'indemnité est certes moindre, mais il y a toujours quelque chose qui est payé en surplus. Mais cela ne nous a pas empêché quand même d'élaborer un document de stratégie, d'incitation des agents pour le travail en zone difficile. Ce travail-là, vraiment, on est en train de le finaliser. Mais ça permet, au-delà de la motivation financière, bon, certes les indemnités kilométriques selon la zone, des indemnités selon le niveau de sécurité, parce que quelqu'un qui vit à Ziguinchor n'est pas dans le même cadre que quelqu'un qui vit à Matam, par exemple. Donc ça, c'est aussi pondéré en termes de points pour qu'on puisse évaluer par zone combien est-ce que l'agent peut percevoir. L'autre motivation, c'est l'accompagnement dans la formation continue. Parce que parfois, quand vous êtes dans une zone éloignée, vous n'avez pas forcément accès à des formations continues qui se trouvent parfois à Dakar ou à l'étranger même. C'est ça. Donc, on essaye quand même dans cette stratégie, selon l'ancienneté ou selon l'éloignement, de pouvoir offrir vraiment des opportunités de formation continue à ces agents, qu'ils puissent évoluer aussi sur le plan de carrière. Parce qu'il ne s'agit pas d'être recruté en tant que sage-femme et de rester sage-femme ad vitam aeternam. Ce qui est important, c'est quand on recrute sage-femme, qu'on puisse avoir un plan d'évolution de carrière. Tout à fait. On peut faire une formation en master dans un domaine précité. On peut également aller jusqu'au doctorat, parce qu'on a des docteurs en sciences infirmières, ça existe. Seulement, ça ne se fait pas encore au Sénégal, ça se fait au Canada. Maintenant, si l'État aujourd'hui parvient à accompagner ces agents-là à évoluer sur le plan de carrière et à accéder, à avoir accès à ces formations, ça va les motiver et donner priorité aux gens quand même qui exercent en zone difficile. C'est ça. Parce qu'on a beaucoup d'opportunités à Dakar, mais celui qui est en zone difficile ne sait même pas ce qui se passe. Parce que parfois, l'accès même à l'Internet est difficile. compliqué. Tout à fait. La digitalisation, vous avez déjà des acquis ou vous avez une projection dans ce cas? La digitalisation, Très on a rapidement. la plateforme. On a la plateforme de mobilité MIRSAS qui existe. C'est-à-dire, quel que soit votre lieu d'activité, vous pouvez accéder à la plateforme pour prétendre à une mutation. Très bien. Vous restez en plateau avec nous. Merci On referme la première beaucoup, partie. Madame Diagne, pour ces éclairages qui nous renseignent quand même sur les efforts qui sont en train d'être faits pour une meilleure politique des ressources humaines au sein du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Si cher à notre ami, Binta Bokoum, certainement qui doit être votre ami. Restez avec nous et dans la dernière partie, on reviendra sur les autres orientations, voilà, toujours pour une modernisation des effectifs. Merci beaucoup. Et on envoie nos meilleures pensées à notre Binta Bokoum ce matin. Voici le clip du jour. À tout de suite.
Il est 7h36 exactement. Le débat se poursuit, vous l'aurez compris, parce que le sujet est intéressant. Dans la deuxième partie, Binta Charles pour la chronique Mais Alex. Et puis, bien évidemment, on reviendra sur quelques points importants, c'est ça, des assises de la justice. Et on réinterrogera notre invité également pour vous. En attendant, voici le bulletin d'info, le tout en images. Ne bougez surtout pas, on revient dans un petit moment. À tout de suite. L'honneur est immense pour les artisans du village de Soumbédioune. C'est que la dernière visite d'un chef d'État ici remonte au président Léopold Sédar Senghor. Voilà qui excite les artisans. Bijoutiers, tailleurs, maroquiniers, cordonniers, sculpteurs, tous ont rivalisé d'ardeur pour montrer leur savoir-faire au président Bassirou Diomaye Faye. Je suis venu au village artisanal de Soumbédioune comme de tradition parce que ce n'est pas la première fois que je viens ici. Nous avions toujours donné comme mot d'ordre à nos militants avant même d'accéder au pouvoir d'acheter des produits fabriqués par des artisans du Sénégal. Une sorte de promotion du consommé sénégalais. C'est dans la même dynamique qu'on est. Vitrine de l'artisanat sénégalais, le village de Soumbédioune est dans un état de délabrement avancé. Le projet de réhabilitation est exposé ici au chef de l'État. Le village a cheminé un certain temps et nous voyons qu'il s'est totalement dégradé. Et le village, la plupart de sa clientèle est constituée de touristes qui nous viennent d'horizons divers, que ce soit les pays africains, américains, asiatiques, entre autres. Et là, le projet dont nous vous présentons, donc là, nous avons l'aménagement de la baie de Soumbédioune, parce que le village porte son nom par rapport au quartier de Soumbédioune. Nous avons aussi le plan de masse qui est là devant vous. Et le futur projet du village que nous voulons créer sous l'autorité de M. le Président de la République, c'est faire un village moderne, c'est-à-dire avec toutes les commodités qui y sont. Donc c'est des opportunités de création d'emplois, parce qu'il y a au moins 1000 personnes qui évoluent dans ce village. Donc avec la création de ce nouveau village, donc c'est un projet de 1,1 milliard de francs CFA que le Monsieur le Président de la Chambre de métier compte réaliser avec son Excellence pour accompagner la politique du sous-secteur de l'artisanat. Pour un président qui connaît les enjeux, les doléances ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Nous avons aujourd'hui la responsabilité d'écouter, de bien entendre, de noter et de voir dans quelle mesure prendre en charge les problèmes du secteur de l'artisanat qui ont pour nom le déficit de financement, le manque de formation et d'infrastructures, mais aussi le manque d'accompagnement dans la promotion de ces produits-là. Je voulais simplement, en ma qualité de premier citoyen, profiter de la période de la Tabaski, qui est une période d'achat de produits qui sont fabriqués par des artisans locaux, mais qui sont aussi importés pour faire la promotion de l'artisanat local et d'encourager la consommation de ces produits-là, de sorte que les Sénégalais fassent le lien direct entre le développement du Sénégal et la consommation des produits et de ce qui est produit au Sénégal. Depuis que je suis élu président de la République, je ne dis pas que je ne vais pas porter autre chose, j'en porte. Le costume que je porte est cousu ici. Les chaussures que je porte sont fabriquées intégralement ici. Donc je pense que c'est dans cette dynamique-là que nous essayons d'appeler les Sénégalais pour qu'on en fasse véritablement une habitude de patriotes sénégalais qui soutenons d'abord les Sénégalais, mais qui restent ouverts au monde, qui peuvent porter autre chose, mais qui regardent pour comprendre quelle est la qualité de ce que nous fabriquons ici et prendre connaissance du savoir-faire de l'artisan sénégalais. Entre remise de cadeaux et prières, les artisans du village de Soumbédioune ont exprimé leur gratitude au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. À une semaine de la Tabaski ou fête du sacrifice, le président Bassirou Diomaye Faye
est venu voir la situation du marché des moutons. À la bergerie Galoya, qui a établi ses quartiers à la Sicap Karak, le chef de l'État a pu constater la large palette des moutons destinés à une clientèle variée selon leur bourse. Une visite au terme de laquelle le président de la République affiche optimisme et assurance. On n'aura pas de problème de rupture, ou en tout cas de déficit d'approvisionnement du marché. Maintenant, notre ambition, ce n'est pas d'aller chercher le gap dans les pays limitrophes, mais de travailler à être totalement autosuffisant au Sénégal et même excédentaire pour approvisionner d'autres pays qui peuvent avoir des difficultés d'approvisionnement, mais carrément sortir le Sénégal du cycle perpétuel, du gap à résorber en allant vers d'autres marchés des deux pays limitrophes, principalement le Mali et la Mauritanie. Mais pour relever le défi d'un approvisionnement régulier et correct du marché en moutons, l'ambition est clairement affichée. Promouvoir l'amélioration génétique. Avec le ladoum, on peut augmenter la production de viande du fait qu'avec le ladoum, on augmente le poids. Voilà. Parce qu'il y en a à 1 an, c'est pas ça. Non, l'agneau local à 1 an, c'est moins de 10 kg. Et l'agneau d'émission ladoum, par exemple, à normalement 6 mois, on se retrouve avec au moins 40 kg. La bergerie Galoya, c'est aussi la passion de l'élevage de moutons de race. Amélioration. Voilà, c'est des demi-sangs. C'est des demi-sangs. Ils ont 1 an. Donc c'est du pol-pol et du ladoum. Le pol-pol ladoum, à 1 an, nous avons quand même autour de 100 kg. Ce que cet opérateur national partage avec le président Faye, un connaisseur du sous-secteur, doublé d'un cultivateur. Pour lui, la clé réside dans une bonne organisation des acteurs. Avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, accompagné du secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, nous cherchons, dans le cadre de l'installation de ces coopératives-là, d'élargir le champ des coopératives, à la fois pour les éleveurs, mais aussi pour les agriculteurs. Étant entendu qu'il peut y avoir une symbiose entre les agriculteurs et les éleveurs pour que les premiers fournissent aux autres du fourrage et qu'éventuellement les seconds fournissent aux premiers de la fiente ou qui peut permettre de donner de l'engrais naturel. Donc, et même, il peut y avoir cette interaction-là qui puisse permettre que certaines coopératives puissent se déployer en ayant 2 départements, à savoir un département de production fourragère et un département de production ovine ou bovine ou même laitière. Donc c'est sur ça que nous travaillons. Occasion saisie par le président Bassirou Diomaye Faye pour acheter 2 sujets au terme d'un marchandage bien sénégalais. 150 yi ma waxoon rek. 150. non yóbbu ma ci 150 nga andi ci 150. bon léegi bu si nekk teg si 10 000 francs. alors amul problème. ah nangu naa loolu 160. waaw amul problème 320 les deux. de baax na. marché conclu. jërëjëf. Elles sont plutôt belles les bêtes, mais il y a une autre que j'ai tamponnée, mais ça c'est réservé à la Grande Royale, mais je ne veux pas en parler en public. L'organisation de la fête de l'Aïd el-Kébir reste l'une des préoccupations majeures de l'État. Le président Diomaye Faye invite les différents acteurs à travailler ensemble pour assurer une production de qualité, gage d'une satisfaction de la forte demande et d'une souveraineté à court terme. Le Sénégal est entré ce mardi 11 juin dans le cercle des producteurs de pétrole. La compagnie australienne Woodside Energy a annoncé ce jour la première extraction du champ de Sangomar à une centaine de kilomètres au large des côtes sénégalaises qu'elle opère avec la Société des pétroles du Sénégal Petrosen. Ce jour est historique pour le Sénégal, c'est le premier projet pétrolier offshore du pays. La première phase du développement du champ Sangomar est nommée Léopold Sédar Senghor. Les revenus attendus du gaz et du pétrole sont chiffrés par Petrosen à une moyenne annuelle de plus de 2 milliards d'euros, environ 700 milliards CFA par an sur une période de 30 ans. La première phase d'exploitation du champ offshore de Sangomar vise une production de 100 000 barils par jour. La production de pétrole et de gaz au Sénégal sera destinée à l'exportation et à la consommation domestique. Elle va accélérer la transformation de notre économie dont la croissance en 2024 est anticipée à 8,8%.
président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ont réaffirmé leur volonté de revoir les contrats. L'autre projet énergétique d'envergure pour le Sénégal est le projet Grand Tortue d'Ahmeyim, GTA, que le Sénégal partage avec la Mauritanie. Développé par British Petroleum et Cosmos Energy, sa production estimée à 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an devrait démarrer avant la fin de cette année. Tel bulletin d'infos, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Bon matin et merci de choisir la matinale de la Une. Dernière partie de cette émission consacrée à la chronique Mais Alex avec Binta Charles ce matin. Alors on va revenir sur quelques points importants des assises nationales. Comme je disais, la limitation des pouvoirs du procureur, le juge des libertés, qui est-il, quel est son rôle, le Conseil constitutionnel qui va être remplacé par la Cour constitutionnelle qui figure parmi les propositions, entre autres le Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État, doit-il y siéger ou pas. Bon, voilà quelques points que tu abordes ce matin. Et on va démarrer par le procureur de la République. La demande est qu'on puisse limiter, on va dire, ses pouvoirs. On le sait, il a des pouvoirs exorbitants. Donc, on l'a rappelé la dernière fois, c'est le maître des poursuites. Il peut décider soit de faciliter la procédure en faisant appel au procédé du flagrant délit qui est très rapide, ou la citation directe également qui est très souple, comme il peut décider au contraire de saisir le juge d'instruction. Et là, forcément, quand on parle de juge d'instruction, il y a un mandat de dépôt. Quand on parle de mandat de dépôt, ça veut dire que le mis en cause est bien sûr emprisonné le temps de son procès. Cela peut durer 6 mois ou plus de 6 mois. Donc aujourd'hui, si on met en place un juge des libertés, ce sera ce juge-là qui sera chargé, bien sûr, par rapport à toutes ces questions-là, ce sera à lui de voir si le mis en cause mérite d'aller en prison ou pas, est-ce que c'est un délit mineur, etc., etc. Mais le point le plus important, c'est qu'on reproche au procureur de la République le fait qu'il soit dépendant. D'accord. L'indépendance du procureur de la République est critiquée vu qu'il reçoit des ordres. Il est sous la coupole du ministre de la Justice qui, lui, est sous la coupole ou qui reçoit des directives de la part du président de la République. Maintenant, par rapport à la politique, on va dire que les opposants sont emprisonnés parce que le président l'a voulu, parce qu'il a utilisé le procureur, etc. Alors, si le juge des libertés est là, c'est ce juge-là qui est un magistrat du siège, qui est donc indépendant. Son indépendance est garantie par la Constitution, notamment par le principe de l'inamovibilité. Donc voilà, toutes ces interrogations, en tout cas, n'auront plus lieu, ils n'auront plus leur sens. Et puis, comme tu l'as dit, Ibou, tout à l'heure, le procureur de la République, il peut faire appel, il peut s'opposer à la liberté provisoire, etc., etc. Donc on se rend compte que c'est énormément de pouvoir. Le juge des libertés va justement contrecarrer ces pouvoirs-là, tout simplement. Alors, on en vient à un autre point, celui du Conseil constitutionnel. On souhaite également le remplacer par une cour constitutionnelle. Déjà, comprendre ce qu'est le Conseil constitutionnel, son rôle. Déjà, ses membres sont choisis, nommés par le président de la République. Il est vrai qu'il y a 2 membres qui sont proposés plutôt par le président de l'Assemblée nationale sur une liste de 4, mais bon, au final, c'est au président de les choisir, de les nommer. Alors, parmi ces personnalités-là qui peuvent être membres du Conseil constitutionnel, ça peut être des avocats, ça peut être des magistrats, des professeurs titulaires, des inspecteurs généraux de l'État, quoi qu'il soit. Il faudrait qu'ils aient au moins 20 ans d'expérience dans la fonction publique ou 20 ans d'exercice d'une profession. Et puis, leur mandat, on l'a vu, ils sont au nombre de 7. Leur mandat, c'est 6 ans non renouvelables. Alors, si aujourd'hui, le président de la République, si on met en place, au lieu du Conseil constitutionnel, si on a une cour, ce qui veut dire que le président de la République ne va pas les nommer de manière exclusive, parce que pour tout ce qui est cour, il faudrait d'abord que le Conseil supérieur de la magistrature, on va le voir tout à l'heure, il faudrait que ce conseil-là se réunisse, que ce conseil-là propose des magistrats, donne son avis pour qu'ensuite le président de la République puisse prendre ces magistrats-là et les nommer. Et voilà, on aura carrément une cour constitutionnelle. Et voilà, on va
pas non plus lui reprocher sa dépendance parce qu'elle sera tout simplement indépendante. Elle ne sera pas choisie de manière exclusive, on va dire, par le chef de l'État. Alors, on en vient à un autre point, celui du Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi certains veulent que le président sorte de ce conseil-là? D'abord, on va expliquer également le conseil. On y retrouve le premier magistrat de la Cour suprême, le procureur général près la dite cour. On y retrouve également les présidents des cours d'appel et d'autres magistrats, en tout cas, qui composent ce conseil-là. Pour ces rôles, il en a plusieurs. Déjà, par rapport à la gestion de la carrière des magistrats, c'est le Conseil supérieur qui s'en charge. Par rapport à la discipline, il statue en matière disciplinaire, c'est-à-dire lorsqu'un magistrat commet bien sûr une faute, ce sera à ce conseil supérieur de se réunir. Voilà. Et il faudrait préciser qu'en matière disciplinaire, le président de la République ne va pas siéger. Ce sera aux magistrats, entre eux, bien sûr, de se réunir et voilà, au besoin de prononcer une sanction. Voilà, là, je suis revenue un peu sur le rôle. Alors, si jamais le président de la République ne siège plus, ne devient plus président, parce qu'il est le président du Conseil supérieur et le Premier ministre et le ministre de la Justice, pardon, en est le vice-président. Donc là, on n'a pas une séparation nette des pouvoirs. Or, de ce Conseil supérieur de la magistrature, mis à part le Conseil constitutionnel, mis à part la Cour des comptes, ce Conseil gère l'ensemble des magistrats et ce, à divers points. Si jamais le président sort de ce conseil-là, n'y siège plus, ce qui veut dire qu'ils auront beaucoup plus de liberté. Ils pourront choisir de manière libre quel magistrat va être affecté à tel endroit, quel magistrat, bien sûr, pour la Cour constitutionnelle, si une fois on l'a, bien sûr. Donc, il est très important que cela puisse se faire. Après, les assisards ne sont pas encore d'accord sur ce fait-là. Parce que certains ont demandé à ce qu'il y reste, bien évidemment. Question maintenant, et j'en ai deux. Le président peut-il mettre fin prématurément au mandat d'un membre du Conseil constitutionnel? Non, on ne peut mettre fin au mandat d'un membre du Conseil constitutionnel, sauf si ce membre demande ou dépose sa lettre de démission, ou sauf s'il est frappé d'une incapacité, et cette incapacité devra être, bien sûr, l'avis, on attend de cette incapacité-là déjà l'avis du Conseil constitutionnel avant de procéder à quoi que ce soit. Donc c'est 6 ans. C'est 6 ans, oui. Les sages sont-ils soumis à certaines règles contraignantes, par exemple? Oui, les sages, comme tous les autres magistrats, on va dire, sont soumis à des règles. Par exemple, celle qu'on peut retenir en tout cas, c'est par rapport au cumul de fonctions. On ne peut pas être membre du Conseil constitutionnel et être, et occuper une fonction dans le gouvernement, être auxiliaire de justice, être avocat, exercer certaines professions, bien sûr. Donc, ce qui fait que les juges du Conseil constitutionnel n'échappent pas à la loi. Voilà. Merci Il beaucoup. n'y a pas une proposition que les anciens présidents soient, par défaut, à la fin de leur mandat, automatiquement cooptés au niveau du Conseil constitutionnel? Ils peuvent l'être, mais ce n'est pas exclusivement les anciens présidents. Il y a également, comme je dis, parmi les magistrats... présidents de la République, par défaut, devraient automatiquement être reversés au niveau du Conseil constitutionnel. Tout à fait. Alors, mais est-ce qu'ils sont... C'est un plus. Il y a des pays qui le font, comme la France, par exemple. L'ancien président, il intègre quand même cette instance-là. Automatiquement. Bon, est-ce que ça ne va pas... On va voir. Est-ce qu'il est expert en droit? Est-ce qu'il connaît les lois? Non, bon, il faut... Bien sûr, c'est ça. Il a été chef de la magistrature, c'est bon. Et puis peut-être, de manière très brève, le rôle du Conseil constitutionnel. On a vu par rapport à la présidentielle de la République, il reçoit les candidatures, il arrête les candidats, il a également le pouvoir, il arrête la liste, il a également le pouvoir par rapport au contentieux post- ou pré-électoral. C'est lui qui statue, c'est lui également qui connaît de la constitutionnalité des lois. Donc, par rapport à la vacance également de la présidence, si le président a un empêchement, s'il décède, on ne le souhaite pas ou autre, alors ce Conseil constitutionnel-là a un rôle prépondérant. Il est là pour assurer la dévolution démocratique. C'est pourquoi il est aussi important de voir si on ne peut pas enlever la mainmise, on va dire, du président. Awa Fall Diagne, vous vouliez rajouter quelque chose très rapidement sur la chronique de Binta Charles?
Non, en fait, c'était juste pour rejoindre la proposition de Ibou par rapport à l'intégration des anciens chefs d'État. Moi, je pense que chef suprême des armées, chef suprême de la magistrature, ce n'est pas par défaut de compétences ou autre qu'ils puissent ne pas siéger dans ce Conseil constitutionnel. Et pour moi, quand même, ce serait quand même un avantage pour les pays. Parce que c'est quand même un regard assez différent quand on a dirigé et quand on revient encore dans l'exécutif ou bien dans un niveau assez supérieur quand même, ça permet d'avoir un point de vue quand même assez objectif et posé par rapport aux décisions qui seront prises dans le cadre de ce Conseil constitutionnel. Ça n'a pas posé problème, Ali? Bon, en principe, ça ne devrait pas poser problème, mais nous sommes en Afrique où beaucoup d'anciens chefs d'État continuent à gérer leur parti. Oui. Alors, quand vous gérez un parti politique tout en siégeant dans cette auguste instance, il peut y avoir les deux ne sont pas compatibles. Bien sûr, c'est un choix. C'est un choix, voilà. Démissionner du parti, rentrer dans le Conseil ou rester dans son parti et ne pas siéger. 4 minutes. C'est exactement ça. Qui travaille, qui réside une période dans un pays. Vous ne pouvez pas être chef d'État d'un pays et quitter définitivement, aller ailleurs. Ça, c'est fait, mais ça ne doit pas se faire. Vous êtes Sénégalais, vous restez Sénégal éternellement jusqu'à votre retour vers Dieu. Parce que ce n'est pas que vous avez fini votre fonction que vous devez partir. Vous restez, c'est le minimum de convenance quand même. Je suis président de tout le monde, j'ai fini, je m'en vais. Mais donc, je n'avais pas travaillé. Qu'il n'y ait pas de bêtises. Non, que vous restez dans le pays. C'est ça. Et puis, on vous donne encore l'argent, les impôts des gens. 4 on minutes. vous prend soin. Donc, mieux vaut que vous restez dans ce pays et puis vous êtes toujours utile. Vous pouvez servir de canevas de sensibilisation. Oui, merci mon cher Ibou. Tu as vu, il y a la musique là, tu l'entends? Ça, c'est le réalisateur qui me dit attention, il te reste exactement 3 minutes. Le message subtil, il faut le saisir. On va réinterroger notre invitée ce matin, Awa Faldiane, je rappelle, qui est directrice des ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Quelques chiffres clés avant qu'Alune ne pose ses dernières questions aujourd'hui. Combien de médecins, par exemple, avons-nous? Parce qu'on a envie de savoir un tout petit peu en termes de statistiques où est-ce qu'on en est. D'abord, de manière globale, on est à 22 460 agents de la santé sur l'ensemble du territoire national. Dans ces 22 400, il faut distinguer ceux qui sont recrutés dans la fonction publique, qui font entre 11 et 12 000, je n'ai pas le chiffre exact. Il y a ceux qui sont recrutés par le ministère de la Santé qui font 4 500 agents, ceux qui sont recrutés par les établissements publics de santé également. Donc, c'est cette répartition qui est faite de ces 22 400. Maintenant, nous, on a un logiciel qui s'appelle ARICH, qui gère le personnel. Et c'est ce logiciel qui nous filtre, en fait, la répartition. En termes de médecins, pour ça, au titre de l'annuaire 2023, on est à 2100 médecins recrutés dans la fonction publique. Je ne parle pas pas privé même, de contractuels et autres. Maintenant, recrutés dans la fonction, on est à 2100. On a à peu près 2200 infirmiers d'État, 2800 sages-femmes et également, je pense, 3400 assistants infirmiers diplômés d'État. Il faut aussi préciser que la fonction publique recrute ceux qui sont diplômés d'État, parce qu'il y a beaucoup d'écoles de formation, mais il y a aussi beaucoup d'agents de santé qui se présentent comme étant des agents de santé, mais il faut d'abord voir s'ils sont diplômés ou pas, parce que c'est extrêmement important. Il y a d'autres questions. Ce matin, Fanta Seydouni regarde sur la page Facebook, elle dit ceci, qu'attendez-vous pour recruter les CDD et CDI au niveau de la fonction publique et permettre justement à ces agents de pouvoir évidemment faire des prêts? Je ne demande que ça. Maintenant, le recrutement dans la fonction publique est du ressort exclusif du chef de l'État qui décide si oui ou non il y a des quotas qui seront attribués au département ministériel pour être recrutés. Donc on ne recrute pas n'importe comment et n'importe qui, c'est des autorisations du chef de l'État qui autorisent le ministère de la fonction à recruter, je dis n'importe quoi, 10 000 agents, mais pour tous les ministères. Et ces 10 000 agents-là sont répartis pour tous les ministères en différents quotas. Santé, éducation... Tout le monde. Finances, fonction publique, même la présidence, le SGG, tout. C'est un quota global pour tous les fonctionnaires, c'est ça. Sont répartis. Donc, vous conviendrez qu'après ce que nous recevons comme quota est assez faible, c'est entre 500 et 600. Et même l'année dernière, on a reçu un quota de 200 agents. Ça explique beaucoup de choses, parce que nous, on voit des sages-femmes diplômées, on se dit, mais pourquoi on ne les recrute pas alors que le besoin est là? On comprend en fait que c'est des questions de quotas à gérer aussi. Exactement. Bon, une minute. Peut-être en une minute, sur un peu la qualité de l'accueil
Je ne sais pas si cela fait partie de votre domaine de compétences, mais quand même, le public nous fait toujours souvent ce genre de remarques quant à la mauvaise qualité de l'accueil dans nos différentes structures de santé. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand même pour que les rapports soient beaucoup plus humanisés entre le personnel de santé et notamment les patients? Aujourd'hui, bon, ce n'est pas spécifiquement la DRH, même si ça concerne les ressources, mais il y a la Direction générale des établissements de santé qui gère ce volet accueil au niveau des structures de santé. Et je pense qu'ils ont un programme de formation et d'humanisation du personnel dans l'accueil et l'orientation des patients qui viennent dans des structures. Peut-être une autre fois, on aura l'occasion de vous présenter en détail ce programme. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. On a passé un agréable moment avec vous. C'est un plaisir. On a beaucoup appris. Merci Bonne journée. à vous. Bonne journée. Merci ma chère Binta. Merci Ibou. Je vais souhaiter une bonne fête par anticipation parce que la Tabaski est déjà là. Et choisissez Ruby Création pour votre tenue qui m'habille aujourd'hui. Merci mon cher Alioune. Merci, je dirais merci à notre facilitateur auprès du ministère de la Santé, voilà, Modi Gaye, voilà, notre ami. Voilà. Merci de nous avoir regardés. Merci aux équipes techniques en régie qui nous ont accompagnés également aujourd'hui. Restez sur les antennes de votre télévision nationale. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.